Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 1. Amalricus, le sire et le loup, épisode 10. Fiat avait du mal à monter les escaliers de son immeuble. Depuis quelques jours, il n'avait pas beaucoup dormi et avait énormément travaillé. Ses traits d'ordinaire si peu avenants étaient encore plus déformés par la fatigue. L'arrivée d'autres journalistes venus lui faire concurrence, l'affaire prenait en effet une ampleur nationale, l'avait obligé à se surpasser. Mais quand on avait été tout petit et incompétent toute sa vie, il était très difficile de s'en sortir en quelques jours. Cependant, le destin est parfois clément avec les simples d'esprit, surtout lorsqu'il est aidé par des mains humaines. En arrivant devant son palier, le journaliste aperçut que quelqu'un avait glissé sous sa porte une épaisse enveloppe. Pressé par la curiosité, il prit à peine le temps de se dévêtir avant d'ouvrir son mystérieux courrier. Celui-ci contenait plusieurs photos sur lesquelles Prenou apparaissait vêtu comme l'était l'assassin décrit par l'Odesse. Et sur 3 d'entre elles, il portait à la main l'un des membres tranchés à ses victimes. Fiat était persuadé que la chance lui souriait enfin. Il bondit sur son téléphone et après âpre discussion, il obtint de son rédacteur en chef un délai de 2 heures pour lui apporter un article dont, pour l'instant, il préférait garder secret le contenu. Deux heures et demie plus tard, il arrivait à son journal. Le rédacteur le reçut. « Désolé Christophe, je n'ai pas pu attendre. Il y a 5 minutes, j'ai envoyé l'ordre de préparer le lancement d'édition. » Mais Fiat était trop sûr et trop fier de lui pour se laisser écarter par son supérieur que, de toute façon, il méprisait. Il jeta les photos et son article sur le bureau. « Peut-être comme vous l'entendez, mais demain, un des journaux locaux publiera en première page le nom de l'homme au loup, et donc de l'auteur des 5 crimes commis récemment dans les marais. Et il ne tient qu'à vous que ce soit le vôtre, à moins, naturellement, que vous ne soyez pas spécialement attaché à votre place de rédacteur en chef. » Ce dernier sembla réfléchir un moment en fixant Fiat par-dessus ses lunettes, comme il le faisait à chaque fois qu'il avait une décision grave à prendre. Puis il prit l'article et se mit à le lire. Il leva les yeux et demanda au journaliste s'il était sûr de ses sources. Sans la moindre hésitation, celui-ci acquiesça. Alors le rédacteur en chef saisit son téléphone, fit un numéro interne et ordonna de tout arrêter afin de changer la une. Le visage de Fiat s'éclaira d'un large sourire. Il se sentait le plus grand journaliste de la Terre et accédait à la gloire. Le procureur entra dans le bureau du commissaire sans même frapper, et bien que ce dernier s'attendait à sa venue, il fut surpris par cette irruption. Il était très rare que monsieur le procureur daigne venir à Pontarlier, ou dans toute autre ville dépendant de lui d'ailleurs. Il préférait de loin convoquer ses subalternes pour les houspiller ou pour les féliciter, et quand le commissaire avait été en début de matinée prévenu de la venue du magistrat, il avait tout de suite fait le rapprochement avec les unes du journal local. Il se doutait qu'il allait prendre un savon, mais il savait également qu'il était encore trop tôt pour révéler, même à lui, ce qu'il savait. « Vous avez lu la une du journal ?» hurla le procureur. « D'abord la fuite concernant la petite Boucard, ensuite ce journaliste qui nous coiffe au poteau, et qui, preuve en main, établit la culpabilité de Prenou. Comment lui sont parvenus ces documents, et surtout pourquoi n'est-ce pas vous qui les avez ?» Le commissaire ne put que balbutier quelques mots d'explication confus. Non pas qu'il était gêné par le procureur et son comportement, mais simplement qu'il avait peur de se trahir sur l'état exact de son enquête et sur la voie qu'il comptait donner à celle-ci. Voyant son adversaire en si mauvaise posture, le magistrat prit un air hautain pour lui annoncer le but de sa visite. « Il faut arrêter au plus vite cet individu. Je vous en charge, mais je vais chercher quelqu'un d'autre en revanche de continuer l'enquête. » Puis, sans le moindre au revoir, il prit congé. Le commissaire saisit le journal. En première page, on pouvait lire « Professeur Prenou, les photos qui accusent ». Il parcourut rapidement l'article, puis jeta le journal sur son bureau avec un air de dédain. Lui qui avait mené l'enquête savait que tout cela était farfelu.
Cependant, les ordres étaient sans équivoque. Il envoya une patrouille appréhender le professeur. Quand le break rouge et blanc de la police aborda le sentier mal déneigé qui montait au fort de Joux, il était à peu près 10 heures du matin. Le brigadier Claude et son coéquipier Tallois étaient chargés par Rosen de conduire Prégneux au commissariat. Ils étaient occupés tous deux à commenter les derniers événements. La voiture montait doucement la pente, les bourrelets de neige de chaque côté de la chaussée l'empêchaient de serrer sa droite. Et bien que le véhicule ne fût pas au milieu de la route, il ne restait guère de place, ni d'un côté ni de l'autre. Tout en conduisant, Claude tourna la tête vers le bas de la vallée pour admirer la vue. Il s'apprêtait à faire un commentaire sur la beauté du lieu quand Tallois lui hurla « Fais gaffe au curé !» Claude eut à peine le temps de freiner pour éviter un moine encapuchonné qui descendait à pied vers la Cluse. Le saint homme remarqua à peine la manœuvre des policiers pour l'éviter et poursuivit sa route sans paraître troublé le moins du monde. « Eh bien, dit Claude, nous avons eu chaud, et sans épiloguer davantage sur l'événement, ils continuèrent à se diriger vers le château. La matinée était froide et c'est après avoir remonté le col de leur uniforme que les deux policiers quittèrent leur véhicule pour entrer dans la forteresse. Ils tombèrent sur un des assistants du professeur. Tallois le salua et lui dit qu'il désirait voir Prégneux. « Je vois que la police lit aussi les journaux, commenta le jeune homme. Demandez à mon collègue à peine plus haut, il vous conduira. » Il désigna du doigt l'intérieur de la forteresse. Les deux policiers entrèrent plus en avant dans le château. Un petit homme rond d'une 50aine d'années vint à leur rencontre. « Professeur Prégneux, s'enquit Claude. »« Non, répondit-il avec un malaise plus que perceptible. Je suis Alain Louvrier, son bras droit. Je suppose que vous venez à cause du journal ? Oui, nous avons ordre de ramener votre patron au commissariat pour que le nôtre l'interroge. Je suis navré, mais il n'est pas venu travailler ce matin. Nous attendions son arrivée pour descendre au tombeau et nous ne l'avons pas vu. Quand Sébastien, nos assistants, est arrivé avec le journal, nous avons compris. Il a dû rester à son hôtel. Hélas non, soupira le policier, contrarié par la tournure que prenait cet événement. Nous y sommes passés il y a un quart d'heure et l'hôtelier nous a dit qu'il l'avait vu partir travailler très tôt ce matin, comme d'habitude. À ce moment, le jeune homme que les deux policiers avaient croisé en arrivant vint interrompre la conversation. « Je vois que le boss est arrivé » lança-t-il à l'ouvrier. Alain le regarda interlocuteur. « Pardon, que dis-tu ?»« Ouais, il y a sa voiture sur le parking, vous ne l'avez pas vue ?»« Non, il n'est pas entré dans le château, je l'aurais croisé. » Tallois et Claude eurent la même idée au même moment. Ils se regardèrent. « Le moine !» Sans prendre le temps de donner la moindre explication aux deux autres, ils s'élancèrent en courant vers la sortie du fort. Ils s'engagèrent sans ralentir leur allure sur le chemin qui regagnait la Cluse, mais il ne restait aucune trace du saint homme. À la sortie du tournant, ils aperçurent quelque chose sur la route. Claude s'approcha. Il ramassa l'objet, puis se tourna vers son coéquipier resté en arrière et lui fit signe non de la tête, d'un air de dire que tout était perdu. Il venait de trouver l'habit du moine, dont Prégneux s'était débarrassé juste après les avoir croisés. Tallois regarda tout autour à la recherche d'indices et il n'y avait rien, pas même, ce qui étonna les deux policiers, de traces de pas. Désabusés, ils regagnèrent le fort. Comme ils s'approchaient de leur véhicule, Alain Louvrier arriva vers en courant. « Messieurs, messieurs !» Il semblait terrorisé et désespéré. Après s'être accordé quelques secondes pour récupérer, il reprit. « Messieurs, c'est horrible, je viens de descendre dans le tombeau. Le professeur s'y est pendu. » Les deux policiers se regardèrent. Une seule question leur vint en tête. Qui était le moine ? La maison du commissaire était une vieille ferme comtoise perdue en pleine campagne à 10 minutes de Pontarlier, en direction de Morteau. Il en avait eu le coup de foudre 5 ans plus tôt en se promenant, et depuis qu'il l'avait achetée, il passait tous ses week-ends à la remettre en état. Nous étions au début du mois de mars et la neige était encore fort présente sur le toit de la vieille bâtisse. Quant au chemin qui y parvenait, il était mal dégagé. Il était encore tôt, mais le soir hivernal s'était déjà abattu sur la région. Et tout en scrutant derrière les fenêtres givrées, le commissaire se remémorait les derniers événements. Après la découverte du cadavre de Prégneux, tout avait semblé s'enchaîner à grande vitesse. Il avait été dessaisi du dossier et un collègue bisontin l'avait repris. Quelques semaines d'une enquête qui lui avait paru bâclée, et puis les conclusions de son homologue avaient été sans appel pour condamner le professeur. Comme aucun nouvel événement ne s'était produit, le procureur, la presse et les notables locaux s'étaient aisément laissés convaincre. Le dossier avait été classé, les fouilles au château avaient été suspendues en attendant que l'affaire soit un peu oubliée. Il serait bien assez tôt, au début de l'été, pour nommer un nouveau responsable. On avait donc fermé le tombeau avec une plaque de béton pour être sûr que le lieu ne serait pas pollué. Depuis,
Sénécha, l'Odesse, Rosen et la petite Boucor n'avaient plus fait un seul cauchemar. Emma, la femme du commissaire qui venait d'entrer dans la pièce, tira ce dernier de ses rêveries. Elle s'approcha de son mari et lui fit un grand sourire. Elle le connaissait bien et savait que quand il restait longtemps seul derrière la fenêtre, c'est qu'il était inquiet. Elle vint s'asseoir sur ses genoux et l'enlaça. Jacques glissa sa main sous le gros pull en laine mohair de sa femme et lui caressa délicatement le dos. Elle était son plus grand réconfort. « Vois-tu, dit-il en la serrant dans ses bras, j'aimerais, quelle que soit la suite des événements, que tu ne perdes pas confiance en moi. Je ne sais pas à quoi je vais m'attaquer, mais si jamais cela devait mal tourner... » Emma l'obligea à se taire en mettant son doigt sur sa bouche et en souriant. Elle n'ajouta rien et se contenta de l'embrasser. Chaque jour, il appréciait davantage la douceur de sa compagne et il puisait en elle une force indescriptible. Ce moment de tendresse fut interrompu par le bruit d'un moteur. Une voiture venait d'entrer dans la cour de la ferme. Le commissaire se redressa et écarta les rideaux. C'était une grosse BMW noire immatriculée dans la région parisienne. Rosen ne fut pas surpris par cette arrivée. Il avait en effet rendez-vous le soir même avec Paul Lodesse et Flavien Sénécha pour faire un premier point. Tous trois savaient que les conclusions de l'enquête étaient erronées et que la vérité côtoyait l'imaginaire. Paul frappa à la porte de la vieille ferme. Ce fut Emma qui vint lui ouvrir. Dès qu'il fut entré, il eut l'impression de paix et de tranquillité. La lumière était vacillante et cette femme superbe se tenait juste face à lui. Son pull bleu qu'elle portait avec énormément de charme accentuait encore la douceur qui se dégageait des traits de son visage. L'espace d'un instant, Paul envia le commissaire comme il n'avait jamais envié personne. Elle lui fit un large sourire et l'invita à entrer dans le salon. Puis, après avoir sacrifié aux présentations de rigueur, se retira, laissant derrière elle un parfum magique qui procurait à chacun un bien-être apaisant. « Elle est belle, n'est-ce pas ?» demanda le commissaire à l'Odesse. Celui-ci ne put qu'acquiescer. Les deux hommes s'installèrent dans les fauteuils. L'endroit était un salon fort agréable, au plafond bas et aux murs couverts de frisettes. Le sol était un plancher ancien et l'ensemble était décoré avec goût. La pièce était chaude, comme d'ailleurs tout le reste de la maison. Paul sortit de l'attaché-caisse qu'il avait amené avec lui, le journal de Lufrier père, et le rendit à Rosen. Il ne fit aucun commentaire. Les deux hommes avaient déjà longuement parlé ensemble au téléphone et lors de précédentes rencontres du contenu du dit document. Il n'eut rien le temps d'ajouter qu'une seconde voiture arriva, se garant à côté de la BMW. Quelques secondes plus tard, Sénécha faisait son entrée dans le salon. Les trois hommes prirent place autour de la table et tandis que le commissaire servait un café à ses invités, il aborda le sujet pour lequel ils étaient réunis. « Je n'ai pas pu savoir à qui était destinée la lettre retrouvée dans la chambre de Lufrier, et je n'ai aucune information sur ce David, ni sur son rôle exact dans cette affaire. » Un court silence s'installa. Rosen allait poursuivre, mais l'Odesse, remarquant un air profondément inquiet sur le visage de Sénécha, lui coupa la parole. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. L'avocat ne répondit pas. Trop absorbé par ses pensées, il n'avait pas remarqué que la question lui était adressée. Paul la reposa sur un ton plus insistant. « Je suis inquiet, avoua Flavien, très inquiet. » Le commissaire, qui était revenu s'asseoir après avoir posé la cafetière au milieu de la table, en demanda la raison. « J'ai étudié à l'aide d'un ami historien les documents que tu m'as remis. » L'avocat faisait référence à des copies des comptes rendus de fouilles effectuées à Joux par Prégnoux, dont le commissaire avait fourni un exemplaire à Sénécha pour essayer d'en savoir plus. Il y a des choses qui ne collent pas. Le policier ne laissa apparaître aucune réaction. L'Odesse se pencha sur sa chaise comme s'il cherchait à mieux entendre ou au moins à être plus attentif. Sénécha posa sur la table les documents auxquels il faisait allusion. C'était une sorte de gros pavé impressionnant par la taille, relié artisanalement par un système de spirale en plastique. Voilà, expliqua l'avocat en l'ouvrant. Nous avons là le compte-rendu le jour des découvertes faites dans le tombeau. Ici, il ponça son doigt sur une ligne, les deux autres se penchèrent pour la voir.
On nous dit que le 10 janvier a été mis à jour dans le carré 22-8. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais il me semble que le tombeau a été quadrillé pour faciliter les fouilles. Ayant perdu le cours de ses idées, il chercha un peu. Donc, le carré 22-8, voilà, 3 petites amphores en terre cuite, fermées par de la cire et contenant chacune un parchemin rédigé en vieux français. « Je n'avais pas entendu parler de cela, avoua le commissaire. Pourtant, celle a dû les mettre dans un état second, c'est une sacrée découverte. Mais attends, ce n'est pas fini. » Il tourna plusieurs pages, presque jusqu'à la fin du document. Ici sont référencés tous les objets trouvés sur le chantier. Le référencement est différé d'1 ou 2 jours par rapport aux découvertes. Et ici, son doigt se posa sur une ligne précise au milieu de la page. Sont notés les objets découverts le 10 janvier. Cela a été rédigé le 12. Il n'est reporté qu'une seule amphore. Lodès suggéra qu'il pouvait s'agir d'une erreur, mais lui-même ne paraissait pas réellement convaincu par cette explication. Rosen, pour sa part, remarqua que l'avocat n'avait pas fini et lui demanda de poursuivre. « C'est le nom de celui qui a fait la découverte et qui d'ailleurs a aussi écrit le compte-rendu des fouilles. Pascal Moll. » Malgré ses efforts, le policier n'avait pas pu retrouver la trace du jeune étudiant. Il n'était pas rentré chez ses parents en Dijon et, du moins d'après ces derniers, n'avait pas donné de nouvelles. Le commissaire était sceptique, car les deux vieux ne semblaient pas le moins du monde inquiets. Mais, qu'ils aient dit la vérité ou non, il ne disposait d'aucun moyen pour les confondre, et encore moins depuis qu'on lui avait retiré l'affaire et qu'elle avait été classée. D'accord, remarqua Rosen un peu excédé. Mais cela ne fait que confirmer ce dont nous nous doutions déjà. Moll en sait plus qu'il ne nous a dit. Oui, sans doute, mais j'ai le pressentiment que ce qu'il y avait dans les amphores nous permettrait d'avancer. Et j'ai peur qu'entre de mauvaises mains... Ce sont des documents qui ont plus de 1000 ans, s'exclama Lodès. Je ne vois pas quel risque cela pourrait faire courir à qui que ce soit. Cette affaire n'est pas naturelle, affirma d'un ton vexé le jeune avocat. Les autres ne répondirent rien. Ils savaient qu'il avait raison. Il eut un court flottement, et pour calmer le jeu, le commissaire demanda la nature du document que contenait l'amphore restante. Une lettre, fit embarrassé Sénéchal. Une lettre d'adieu d'un homme qui se sait condamné à une femme nommée Clémence. Enfin, c'est du moins la traduction qui en a été apportée dans le compte-rendu. La lettre est signée Amaldricus de Iuranis Saltibus, seigneur de Miroaltom. D'après mon ami historien, il s'agirait d'un document exceptionnel. Il ne comprend pas ce que Prégnoux attendait pour faire part de ses découvertes à tout le monde, lui qui rêvait tant de gloire. Pourquoi exceptionnel demanda Lodès. Amaldricus, c'est le nom latin pour Amaury, qui était l'un des tout premiers sires de Joux. Il vivait vers l'an 1050, et jusque-là, il n'y avait que très peu de documents le concernant. Les informations que nous amène cette lettre sont très riches, inestimables pour un historien. Pourquoi demanda Rosen. Déjà, on nous apprend dans la lettre qu'il a été enfermé dans cette pièce, et qu'il s'y est vu mourir, bien que cela ne soit sûrement pas arrivé, puisque la lettre date de 1069 et qu'Amaldricus est mort aux alentours de 1075. Si c'est bien lui qui l'a écrite, c'est la preuve que c'était un homme cultivé qui savait écrire, ce qui était très rare et même inexistant dans la noblesse à cette époque. En fait, à ce moment-là, seul les clercs savaient écrire. Il appelle Clémence « ma tendre épouse ». Personne ne savait le nom de la femme d'Amaldricus. Il parle de son frère Warin. Personne n'en connaissait l'existence jusque-là, etc., etc. C'est une mine d'or pour les historiens. Et Prégnoux n'en avait parlé à personne, s'étonna Rosen. Peut-être, fit remarquer Lodès, qu'il attendait la fin des fouilles pour faire un bilan complet. Peut-être, conclut le policier. Donc ce tombeau serait celui du premier sire de Joux ? On n'en sait rien, poursuivit Sénéchal. On a bien retrouvé des restes humains sur l'autel, mais les analyses ne sont pas encore terminées. Et d'après une lettre qui figure dans le rapport, elles ne seront pas faites avant cet été. Le laboratoire a pris beaucoup de retard. Toutefois, mon ami historien est certain qu'on n'enterrerait pas les gens, fussent-ils seigneurs, dans des structures de ce type au Moyen-Âge. Tout cela confirmerait la thèse de Moll. Ce n'est pas un tombeau. Oui, fit remarquer Lodès rêveur, mais cela pose une autre question. À quoi servait cette pièce ?
Je n'en sais rien, conclut Rosen, mais je suis persuadé qu'il y a un lien avec nos meurtres. Le tombeau, il regarda Sénécha qui lui lança un regard désapprobateur et se reprit. Ou quoi que cela soit, a été rebouché. Nous ne faisons plus de cauchemars. Mais cela n'est pas résolu pour autant. Les fouilles doivent reprendre en juillet. Je propose que nous restions en contact. Un violent coup de tonnerre retentit à ce moment précis, ce qui pour la saison était plus que rare. Les trois amis, peut-être un peu paranoïaques, pensèrent qu'ils venaient d'engager un combat contre une force qui les dépassait et que celle-ci connaissait déjà ses adversaires.